Voilà. Hello, salut Sébastien, Salut, ça va et toi? tu vas bien? Je vais juste mettre un meilleur éclairage, je vois qu'on ne voit pas trop. Vas-y, je t'en prie. Hello tout le monde, salam, salut, Saul. C'est mieux. Hein, je te vois très bien. Je voulais mettre mes AirPods, mais je ne sais pas si on m'entend très bien parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte, il fait un peu chaud. Bah là, on t'entend bien. Oh, bah cool, sinon vous me dites et moi, je vais quand même la pousser par acquis de conscience, moi aussi je reviens tout de suite. Ok. Voilà, c'est bon pour moi. Sébastien, déjà, je tenais à te remercier infiniment Ah, c'est d'avoir normal. accueilli. Et parce que je sais aussi que c'est tout nouveau pour toi ici sur Instagram. Ouais. Alors, pour les autres, bah, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis encore, Sébastien a une communauté très très présente sur TikTok, un peu moins sur Instagram, mais je crois que c'est la période du moment, là, tout le monde déserte Instagram pour aller sur TikTok. Et pour moi, sur TikTok, tu as été mon coup de cœur intellectuel, vraiment. Ça fait plaisir. Obligé, il faut obliger, je suis obligée de l'inviter et je suis obligée de le présenter à ce que je pourrais appeler moi mes humains préférés, mais ma communauté. Du coup, je te laisse la parole. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de toi et ton parcours, s'il te plaît? Qu'est-ce que je te dise exactement? Au Alors, niveau études? je peux introduire que tu as 25 ans. Tu as quand même Ouais. un parcours scolaire assez exceptionnel, d'après ce que j'ai pu lire. Ouais. Atypique, on va dire. Ouais. Pas typique, mais exceptionnel, parce que tu es passé par pas mal de choses et tout en lien finalement les unes avec les autres. Et si Mhm. j'ai bien compris, actuellement, tu es en L2, Non, non, en, en master. En en fait, master. je sais pas si tu vois, c'est quoi l'équivalent d'études en France? Enfin, Bah, à toi de nous expliquer, dis-nous tout. en gros, si tu veux, tu as le bac. Ouais. J'ai fait une licence, donc c'est 3 ans après le bac. Et là, du coup, j'ai fait mon master 1, là, je suis au master 2, donc c'est bac plus 5. En gros, c'est Parfait. ça, quoi. Franchement, bravo. Je regarde les gens qui. Ah ouais, ça, il y a quand même pas mal de monde. 24, c'est quand même pas mal. Et ça augmente parce que je sais des gens qui ont enregistré le live. Et si je t'ai invité, c'est justement pour mettre en lumière, comme je te disais, les liens qui unissent l'Afrique du Nord. Et en l'occurrence, le sud de l'Italie et la Sicile en particulier. Parce que c'est vrai que nous, chez nous, on a tendance à dire qu'on se ressemble beaucoup. Et moi, par exemple, pendant très longtemps, j'ai pris ça, on se ressemble parce qu'on vient du bassin méditerranéen, on se ressemble parce que bah, y a eu des vagues migratoires des deux côtés, mais finalement, c'est beaucoup plus profond que ça. Et ça, je t'avoue que j'ai découvert grâce à toi. Donc, est-ce que toi, tu peux nous parler des liens justement, les liens ancestraux qui nous unissent, s'il te plaît? Euh, j'ai essayé de faire un peu court, condensé, on va dire. Comme ça, c'est complet en même temps. On adore les infos. Hein, les gens, on adore les infos. On a... Donne-nous le plus de détails que tu as. Ben, je veux te dire, partout on a des liens ensemble, du coup. Déjà, l'histoire de la Sicile, ça commence il y a 32 000 ans avant notre ère. Alors, pourquoi je dis histoire de la Sicile? C'est-à-dire le premier peuplement. C'est-à-dire là où il y a les premiers êtres humains qui sont venus sur l'île, donc 32 000 ans avant notre ère, où en gros ils sont venus d'Afrique du Nord, donc c'est des Imaziren, qui ont profité de la période glaciaire pour passer directement en Sicile. Alors ils ne sont pas que allés en Sicile, hein, ils sont partis aussi en Sardaigne, en Corse, l'actuel Pays Basque, en Étrurie, donc c'est des Étrusques. Les Étrusques, c'est un peu spécial parce que c'est des métissés avec des Anatoliens. Elles sont parties aussi au sud de la péninsule ibérique, donc l'Espagne, partie en Crète. Donc, bref, en partie aussi du côté atlantique, toutes les îles Canaries, qui est le fameux peuple Guanche, qui est quand même assez connu, plus Oui, connu que nous du coup, mais, mais moi, ça doit dater à peu près de cette même période en plus. et, un, c'est la même période, mais puis deux, j'ai eu l'impression que tu étais vraiment le seul qui en parlait là actuellement. Enfin, sauf erreur de ma part, et d'ailleurs, j'ai été interpellée sur TikTok, tu as dû le remarquer toi aussi, où plusieurs personnes me disaient
Regarde le contenu d'Yano Pipo. Mais oui, bien sûr, j'ai regardé. Avalé. Parce que oui, c'est assez exceptionnel. On n'a pas cette information alors qu'elle est très importante. C'est vrai, c'est vrai. Mais si tu veux, au début, c'était plus des hypothèses de ma part, où je me suis rendu compte des points communs. Donc, le premier peuple qui est venu en Sicile, on l'appelle le peuple Sicane. Donc, c'était plusieurs tribus de culture matriarcale, animistes, et qui vivaient un peu partout sur la Sicile. Puis après, ils ont commencé à se sédentariser. Mais ces Sicanes, du coup, je voyais déjà qu'il y avait plein de points communs avec les Maziren. Je me disais, c'est bizarre. Et quand je me suis tourné vers les sources anglophones, là, je me suis rendu compte qu'effectivement, du côté anglophone, ils en parlaient. Il y a une Oui. certaine Lucia Cavol qui a fait qui parle dans un de ses livres, The Dark Mother, de souvenir, c'est le nom de son livre, où elle explique qu'il y a un test ADN qui a été fait comparatif entre un squelette de Sicane et un squelette algérien de la même époque. Et se sont rendu compte que l'ADN était le même. Et les Sicanes, il faut savoir que si l'histoire de la Sicile, c'est 32 000 ans, les Sicanes, ils ont été les seuls à habiter en Sicile pendant 28 000 ans. Donc il y a 28 000 ans d'histoire Emezir en Sicile. Et ensuite, il y a eu les premiers colons qui sont arrivés. Il y a eu les Phéniciens, en gros, qui sont arrivés ensuite. Ouais, un peu comme nous, finalement. En fait, on a Oui, connu la même vague migratoire, finalement. c'est vrai. Et du coup, il y a eu, si j'ai 32 000 ans, c'est quand même énorme. Donc, du coup, je suppose que les traces subsistent jusqu'à maintenant, non? Au niveau culturel, ouais, ouais, ouais. Mais les gens ne s'en rendent même pas forcément compte parce qu'il y a eu une forme de syncrétisme. En gros, ça veut dire que tout ce qui est croyances, on va dire, actuelles, donc les croyances chrétiennes, les gens, ils connaissent que la religion chrétienne, mais ils savent pas ce qu'il y avait avant. Alors que, par exemple, tous les ans, on a la fête des morts, enfin, le jour des morts. Et le jour des morts, ça vient directement du culte de Déméter, qui était une ancienne déesse Émésir. Et le jour des morts, on croit qu'il y a les morts qui reviennent parmi nous. Exact. Et la mort est joyeuse, on est content d'être avec les morts et tout. Mais ça, normalement, c'est pas du tout chrétien, hein. Voilà, c'est même paradoxal, en fait. Et c'est quand même assez, enfin, j'allais dire c'est marrant, mais ça ne l'est pas. Et sans aucune à part pour les religions, je le suis moi-même. Mais on remarque bien que le monothéisme, finalement, a fait les mêmes dégâts un peu partout, mais différemment. Autant pour nous, c'est l'islam, mais peut-être qu'en c'était le christianisme aussi, parce qu'on a eu une période chrétienne assez forte en Afrique du Nord. C'est vrai, ouais. Où là, les souvenirs sont beaucoup plus récents et on va dire qu'on a gardé l'islam et on le prend quelque part pour fautif. Et vous, de votre côté, finalement, c'est le catholicisme. Ou c'est la chrétienté. C'est le Ouais. Après, c'est pas forcément dénoncer le christianisme, on va dire. Oui, Il y en a qui le dénoncent, mais je veux dire, globalement, les gens sont assez contents d'être chrétiens, on va dire. oui, Il y a un côté un peu conservateur en Sicile qui fait que il y a quand même une acceptation, comment dire, où ils disent ça fait partie comme des ancêtres. Même si tu prends toute l'histoire de la Sicile, la majorité des ancêtres, ils n'étaient pas chrétiens. Mais voilà, c'est 2000 ans le christianisme. On n'a pas été chrétien pendant 2000 ans. ah oui. Bah, c'est un peu comme nous en Afrique du Nord et l'islam. C'est exactement le même. On a effacé tout ce qui était antérieur à l'islam, on l'a effacé. Et on l'a bien profond. Après, bon, je répète, ce ne sont pas des attaques, c'est pas pour montrer un ennemi, c'est pas l'idée. C'est juste pour comprendre pourquoi ces choses-là ont disparu de notre culture. C'est vrai. Je voudrais juste ajouter un truc, c'est parce qu'avant j'ai parlé des 28 000 ans de la Sicile sicane, mais on peut parler aussi de la suite, parce que il y a eu les Phéniciens qui sont venus, c'est vrai, mais déjà il faut comprendre qui c'est les Phéniciens, parce que en Sicile, avant les Phéniciens, il y a quand même eu, enfin non, attends, pendant 28 000 ans, si tu veux, t'as que les Sicanes. Il y a 2000 ans avant notre ère, t'as un nouveau peuple qui débarque. Alors lui, c'est un peu spécial, on comprend pas trop qui c'est, on l'appelle le peuple Élim, mais la plupart des historiens, ils en parlent même pas. Donc je vais te dire après qui c'est. Mais après le peuple Élim, donc il y a environ 2000 ans avant notre ère, apparaît le peuple Sicule. Alors c'est de lui qu'on tient notre nom, parce que les colons romains, ils nous ont appelés Siciliens, quoi. Sicule, à partir du premier peuple qu'ils ont rencontré, dit bah voilà, notre colonie, elle s'appelle. Ah, mon micro, il fait du bruit? Non, non, moi je t'entends très bien. Ah, je voyais juste des commentaires.
Parce que je l'ai mis, en fait, j'ai créé un trépied avec ma trousse. Donc, Pas sur le micro. Ah oui, moi j'entends pas, mais peut-être pour les autres. Moi je t'entends très bien, j'entends pas de bruit. attends, je regarde juste. Est-ce qu'il y en a d'autres qui disent le micro? Vous entendez d'autres bruits avec le micro, les autres? Oui, c'est bien, oui. Oui, ça veut dire oui, vous nous entendez bien? Oui, il y a du bruit. Attends, je remonte un peu à la 1, donc c'est factuel, yes. Ah oui, Sébastien est factuel. À quand un crossover de vous deux sur un TikTok? J'entends bien. Bah, écoute, je continue du coup. Allez, ouais, puis moi je Que, t'entends. apparemment, ça, on entend des bruits. Attends, Il y a le de monde. temps en temps, parce que je vais pas non plus que le tenir en main, parce qu'à un moment donné, j'aurai une crampe. Mais ouais, du coup, 2000 ans avant notre ère, t'as les Sicules qui débarquent. Alors eux, c'était un peuple indo-européen. Du coup, ouais, ça j'ai dit. Alors les Sicules, ils vont pas mal adopter tout ce qui était Sicane. Déjà, eux, c'est marrant parce que je l'entends aussi le bruit en fait. Ah ouais, bah, je suis la seule à rien entendre. Alors il vient de toi? Pas de chez moi par hasard. Je sais pas. Mais j'ai même pas tilté. C'est vrai que si moi je l'entends, ça peut pas être chez moi. Moi, c'est bizarre, j'entends rien, il n'y a pas de bruit. C'est pas peut-être la télé. Alors, désolé pour le détail personnel, mais est-ce que c'est pas mes enfants et la télé? Ça vient pas de mon téléphone, ça c'est certain. C'est comme en fait un petit tap-tap. Ah, oui. Ah non, ça oui, c'est ma fille qui est en train de jouer dans la chambre. Bah, Ah, mais c'est bon alors. Voilà. voilà. Ah, coucou. Ezoul. S'il te plaît, je demande à Zaïm de faire moins de bruit. Navré, ce sont mes enfants. Attends, parce qu'on verra. Ça se trouve, c'était même pas tes enfants. Ah ouais, voilà. Mais ils sont en train de s'amuser là-bas. Bref, comme ça, on est. Ambiance familiale. C'est les vacances qui veillent tard. C'est le dernier Bah jour. oui, normal. Donc, Du coup, je parlais des Phéniciens. Après les Sicules, du coup, tu as les Phéniciens qui ont débarqué. Les Phéniciens, faut savoir que qui c'est leurs ancêtres. Les Phéniciens, c'est un peu spécial. Si tu veux, tu as ce qu'on appelle les peuples de la mer. Donc à un moment donné, les Sicanes, les Sicules, les Sardes et les Corses ont fini par se balader un peu partout en Méditerranée. Genre nous, nos ancêtres Sicules, ils étaient appelés les Shkelech par les Égyptiens. Parce que les Égyptiens, bah, ils n'avaient pas la même langue que nous, donc ils nous appelaient d'après leur prononciation. Genre les Sardes, je crois que c'était Chardèche ou un truc comme ça. Et du coup, les Shkelech, en fait, les peuples de la mer, on est allé s'établir au bord du Levant et on a créé deux civilisations. On a créé la Phénicie et la Philistie. Donc en gros, c'est l'actuel Liban et l'actuelle Palestine. d'accord. Donc, quand on dit que les Phéniciens sont revenus chez eux, C'est totalement ça. totalement. Totalement ça. Parce que voilà, exactement. C'est là où je voulais en venir. C'est qu'ensuite, les Phéniciens, ils sont venus chez nous. Ils ont créé des villes. Ils ont créé Palerme, par exemple, qui est notre capitale. Ils sont partis en Afrique du Nord. Et en Afrique du Nord, faut savoir, en fait, les Phéniciens, c'était pas des colons. En fait, ils construisaient des ports marchands. Et ces villes qui avaient une forte attraction économique, commerciale, il y a, bah, les peuples locaux, autochtones, bah, ils partaient vivre dans ces villes. Et à Carthage, il y a beaucoup d'Imaziren qui vont venir s'établir dans cette ville et vont donner naissance à une nouvelle civilisation, la civilisation carthaginoise. Exact. Ce qui fait qu'ensuite, tu as les Carthaginois qui viennent chez nous. Donc là aussi, c'est pour ça que je disais ça, qu'il y a là aussi un lien. Et les Carthaginois, alors les Carthaginois, on peut dire c'était des Imaziren phénicianisés, entre guillemets. Bah, moi, je suis originaire justement, enfin, je pense que ma famille est sortie de cette culture-là, parce que nous, on est originaire du nord-est algérien, et on est proche de la Tunisie, qu'on considère comme la capitale de Carthage. Et donc, Mhm. jusqu'à maintenant, d'ailleurs, on retrouve des stèles de Tanit, et Ouais, bah, qui est la déesse phénicienne et matriarcale par excellence. Donc, ouais. c'est vrai qu'elle est extrêmement présente chez nous. Et je Très t'avoue, présent. rebondir sur ce que tu viens de nous partager. Pendant très Mhm. longtemps, je me suis retrouvée effectivement à avoir des débats avec d'autres Imésirènes où on n'était pas d'accord sur les
l'origine du nom de Tanit. Parce que certains avant étaient totalement berbères. Et moi, je faisais partie de l'autre équipe en disant, bah non, ça reste quand même phénicien, et vu la géographie du Liban, etc. Mais sans prendre compte que finalement, il y a eu un aller et un retour au bercail, si je peux vous Très le vrai. Très vrai. Bah, c'est vrai que c'est compliqué de savoir parce que, si tu veux, c'est comme chez les Grecs. Chez les Grecs, c'est très flagrant. Eux, ils ont intégré plein de divinités d'ailleurs. En fait, ils ont pris chez les divinités perses, les divinités siciliennes. Même si la plupart des gens savent même pas que c'est sicilien, mais ils ont pris les divinités imazirènes. La différence, c'est que Amazir, c'est un mot quand même assez récent. Dans l'Antiquité, c'est libyque. Exactement. Il y a des fois des gens qui comprennent pas tout. Ils disent, attends, on parle de libyque, on parle de berbère, on parle des mazirones, mais c'est la même chose. Exact. C'est vrai Voilà. qu'on utilise beaucoup le mot imazirène, mais pour la symbolique de la liberté. Mhm. Mais clairement, si on doit vraiment dézoomer, on est libyque. Mhm. Parce Ouais, que c'est ça. même l'air, il a été donné par les Grecs, donc forcément, il ne nous appartient pas. Donc Mhm. réellement, Oui. si on écoute nos frères égyptiens, on est libyque et on est des libous. C'est vrai. Ouais, mais c'est vrai. Oui, je crois que c'est les Égyptiens en plus qui avaient délimité la zone parce que ils disaient quand tu passais le Nil, donc en venant de l'Arabie, tu passes le Nil, tu arrives en Temesra, donc en territoire Amazir. C'est ça. Donc déjà c'est vaste quoi. Tu pars de là, tu vas jusqu'à Tenerife, jusqu'aux îles Canaries, sacré territoire. Après on a tendance à beaucoup parler de l'est vers l'ouest, mais moins du nord vers le sud, parce que si tu regardes la Temesra, ça te montre aussi pourquoi une diversité, ne serait-ce que physique. Qui oublie qu'il y a des Maziruns qui sont noirs. Oui. Il y a beaucoup qui l'oublient ça. Parce qu'il y en a Bah, qui réduisent la Tamazra au Maghreb, alors que bah non. non, elle descend en fait sur toute la corne d'Afrique et elle remonte sur tout Mhm. le bassin méditerranéen et voire elle touche quelques pays de l'Est. Mhm. Donc c'est vraiment un territoire assez vaste et large qui ressemble un petit peu au continent africain quand on regarde en fait aussi. Il y a tout le Oui, bassin en plus, sur la d'Afrique. Donc c'est ça vrai. ressemble à un serpent. Après, Ténit, c'est difficile de savoir vraiment est-ce qu'elle est à la base d'origine amazigh ou bien phénicienne. C'est compliqué. Après, on sait même pas si c'est une création, comment dire, à deux. Parce qu'on sait, par exemple, les Égyptiens et les Grecs, ils le faisaient parfois pour des raisons politiques. Ben, ils inventaient en fait une divinité commune. Donc tu Voilà. vois, par exemple, Tanit, c'était une invention pour mettre tout le monde d'accord d'une certaine manière. Enfin, pour représenter le féminin sacré. Peut-être, peut-être, mais pas sûr, quoi. Après, vu son influence, on peut quand même se. Faut pas oublier que chez les Maziren, la plupart des divinités, c'était quand même des vraies femmes qui ont existé. La plupart du temps, c'est pas comme en Égypte où eux, ils assumaient très clairement d'inventer des trucs, quoi. Voilà. Et on est vraiment une civilisation matriarcale et d'ailleurs, il y a des traces qui restent jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, ça, Mhm. c'est une question. Est-ce que chez vous aussi, on remarque ça? Est-ce qu'en Sicile, on remarque, parce que autant on parle maintenant de civilisation et de société patriarcale, on voit bien qu'il y a des subsistances. Par exemple, je m'explique. Moi, si je prends ma grand-mère, euh, Mhm. oncle, par exemple, elle avait 4 enfants, donc 4 garçons et plus son père, donc ça fait 5. Et je jure que la patronne, c'était elle. On avait beau dire qu'on était dans une société patriarcale, c'est le cas, hein, on va pas, voilà, on Mhm. va pas refaire. Mais je voyais quand même mes oncles et mon père avoir un certain respect pour ma grand-mère au point où ils lui donnaient leur salaire. Ils arrivaient, ils donnaient tout le salaire et ils disaient, bon, je prends un petit billet pour vivre. Mais sinon, c'est ma grand-mère qui gérait. C'était elle, le bonhomme de la maison. Pareil, pareil. Ouais, Et c'est vrai. si c'est justement pareil pour vous. Ouais. Mais si tu veux, on va dire que, ben, en vrai, le patriarcat, il est venu assez tardivement, je trouve. Je pense chez vous aussi, mais que tu sois en Sicile ou Afrique du Nord, parce que si tu veux, vraiment le patriarcat s'est implanté au XXe siècle véritablement chez nous. Parce que même encore au XXe siècle, les femmes, elles avaient une certaine autorité. Ne serait-ce qu'avec les guérisseuses, elles avaient plus d'autorité que les prêtres, que les historiens, que les médecins. Les gens, ils n'allaient pas chez le médecin, ils allaient voir la guérisseuse. Enfin, mais il y avait l'autorité intellectuelle, spirituelle. Et encore en 1960. Et après, ça s'est perdu.
mais à cause de la colonisation italienne. Mais bon, ouais. C'est fou, c'est fou de voir à quel point, même historiquement, ça chevauche. Parce que moi, là, si je parle juste pour l'Algérie, je ne sais pas si certains seront d'accord avec moi, mais c'est mon opinion personnelle. Le patriarcat a pris réellement forme à partir de 62 et il a pris réellement racine chez nous après la décennie noire. Donc vraiment, à partir de 2000, tu vois, c'est hyper intéressant finalement. C'est Ouais. intéressant. Mais jusqu'à l'Algérie, dans les années 80-90, il y avait, on ne sentait pas cette société patriarcale, on la sent, du moins pas comme maintenant. Chez vous, c'est peut-être dû à l'influence arabe, non? Parce que eux, très clairement, ça fait longtemps qu'ils sont de culture patriarcale. Alors, il y a ça et il y a eu surtout, tu sais, nous, la décennie noire, donc ça a été la guerre civile, fameuse terroriste, et on est énormément traumatisé. Donc, il y a un trauma aussi derrière qui fait que, je pense, ça aussi, c'est très personnel, parce que je donne vraiment mon opinion personnelle. Je pense qu'à un moment donné, on s'est tous forcés, d'une certaine manière, à rentrer dans le cadre, par peur. Non, Ouais, le conformisme pour une unité nationale. Ouais. totalement. Et du coup, les guérisseuses, justement, chez vous, est-ce qu'elles sont là jusqu'à maintenant ou elles commencent à disparaître comme chez nous aussi? Euh, compliqué. Parce que c'est plus discret maintenant, on va dire. Il y a un peu. Ah, c'est compliqué en vrai. Parce que je pense que ça doit vraiment dépendre aussi de. Il doit y avoir une différence entre ville et village déjà. Peut-être qu'en ville, elles sont moins présentes. Plutôt dans les villages, ouais. Mais est-ce que ça. Déjà, grande question, est-ce que ça risque de disparaître? Je pense pas. Parce que ne serait-ce qu'avec les réseaux sociaux maintenant, elles peuvent même communiquer entre elles. Donc ça permet de faire perdurer le truc. Même si là, pour le coup, c'est des vraies guérisseuses, parce que bon, je vais pas critiquer la France, mais je veux dire, tu vois quand même beaucoup de soi-disant witch, sorcières, etc. sur les réseaux sociaux. Bon, À différencier la guérisseuse de la witchy instagramique et puis même totalement. la sorcière, déjà. La guérisseuse guérit et guérit. Alors, juste pour remettre les choses remettre les choses Ouais. dans le contexte, là, pour le coup, je peux en parler. Les guérisseuses ne sont pas des sorcières, déjà, premièrement. Donc, on ne fait pas de rituel de sorcellerie, à proprement dit. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas initié à la chose. On est initié pour éviter de l'utiliser. Ou si on doit utiliser ce savoir-là, c'est vraiment à très très bon escient. Premièrement, les guérisseuses, ce qui les lie peut-être avec les sorcières, c'est elles ont cette croyance en fait du corps énergétique. On guérit le corps physique, mais on guérit aussi le corps énergétique. Et donc, on est considéré à peu près, enfin à l'époque, on était considéré un petit peu comme à la fois le médecin de famille et le psy. C'est vrai. En fait, c'est ça. Sauf que psychologiquement parlant, comme on n'avait pas les outils qu'on a maintenant, bah, on travaillait avec des plantes, des choses énergétiques pour te déstresser, pour t'aider à mieux dormir, pour t'aider à être moins fatigué, à augmenter ton taux de fertilité, et etc., etc. Enfin, ça, après, ça se développe à l'infini. Mais voilà à peu près la différence entre c'est pas à peu près, voilà la différence entre la guérisseuse et la sorcière. Donc vraiment, normalement, être guérisseur, c'est pas antinomique aussi avec les religions. Après, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais je pense aussi que le serait-ce que le mot sorcier, sorcière, ça vient aussi de l'influence chrétienne et musulmane, l'influence abrahamique. Eux, ils ont directement un regard plus négatif là-dessus. Parce qu'il faut pas oublier que ce que eux, ils appelaient sorciers sorcières, bah, c'était tout simplement ce que nous, on aurait pu appeler des prêtres et des prêtresses. Parce qu'en fait, les guérisseuses, guérisseurs, ou les druides en France ou ailleurs, voilà, il y avait quand même un caractère un peu c'était religieux quand même. C'était, on peut les comparer à des prêtres. Mais puis, des prêtres, des scientifiques, c'est assez vaste quand même. On le voit même dans le rituel monothéiste, on remarque bien qu'il y a eu une inspiration. Après, moi, vraiment, quand j'ai parlé de sorcière, je parle
je vais le dire en Darija, chez nous. Sahara, ça veut dire c'est celle qui fait de la sorcellerie à mauvais escient. Fait du sourd. Vraiment, parce qu'il y a ça aussi. C'est ce que je te dis, ce corps, c'est trop subtil. C'est beaucoup trop subtil, mais pour différencier, on va dire, la guérisseuse n'est pas censée faire du mal. C'est plus ça. Mm. La sorcière, nous, ce qu'on considère comme sorcière, ce qu'on appelle sorcière, c'est celle qui va t'envoyer un mauvais sort. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que le monothéisme en général, mais là, par exemple, pour l'islam, je pense, non, en islam, il n'y a pas de confusion entre guérisseurs. Vu les commentaires que je reçois, alors j'ai beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup de bienveillance sur Instagram. Ça, merci mon Dieu. Par Je le posais de nouveau. Yep. contre, qui ne sont pas d'accord avec toi, hein, parce que moi, je me suis fait attaquer de tous les côtés, signaler, on m'a fait sauter mon premier compte à cause de ça. Juste parce que j'ai mis guérisseuse et que j'ai osé parler du mauvais œil. Tout de suite, on m'a traité de sorcière et d'hérétique. Après, peut-être ça qu'elle veut dire quand elle dit il n'y a pas de confusion. C'est que c'est mis dans le même sac. Bah, c'est ça le problème. On a pris un grand et on a tout mis dedans. Les Ça, c'est vrai, totalement. les guérisseuses, les sorcières, les voyantes. Parce que, attention, chacune et chacun, parce que là, je parle au féminin, mais c'est valable au masculin aussi, chacun a ses dons, a ses pouvoirs et a son savoir. Le problème, c'est quand on ne maîtrise pas ce genre de choses, ben, on a tendance plus à en avoir peur, à prendre un sac, à tout mettre dedans et à dire qu'on s'y approche plus parce que de toute façon, vous ne le maîtrisez pas, voir qu'on veut connaître. Voilà. Totalement. Et c'est bien dommage, Ouais. sincèrement, parce que ce qu'on peut appeler herboriste ici ou naturopathe, ou, vous voyez, ce genre de choses, ben, c'est de la guérison. Ouais, Ce c'est vrai. guérisseuse, ce savoir-là, il est ancestral et il est venu de nous. Quand je dis nous, je ne parle pas de nous, je parle vraiment des civilisations ancestrales. Mhm. Que vous avez l'assiette l'huile pour le mauvais œil. Oui, bah oui. Ah, et je pense, à mon avis, elle te demande à toi. Évidemment. Tu te demandes comment on faisait avant l'huile. Du coup, l'huile, on en parle. C'est présent chez vous aussi. Ah oui, oui, très présent. Justement, les mêmes. Par exemple, là, j'avais remarqué que on retrouvait des symboliques imésirènes assez forts dans, par exemple, chez nous, enfin en Afrique du Nord, je parle, les natifs américains, les Sud-Américains, les Aztèques, enfin, il y a plusieurs comme ça populations avec qui on partage les mêmes symboliques. Le, Mhm. la figue, qui revient très souvent, la figue de Paris. Et du coup, je me pose la question de savoir si c'est présent chez vous aussi, si vous retrouvez les mêmes symboliques. Totalement. Totalement les mêmes symboliques. Après, pour les autochtones d'Amérique, aussi bien enfin, je dis Amérique, les Amériques, quoi, aussi bien du Nord que du Sud, je pense qu'il faudrait aussi regarder sur leur chemin de migration quand ils sont partis de l'Afrique. Est-ce que ils ont beaucoup fréquenté d'autres peuples ou pas? Parce qu'il faut pas oublier que ceux qui viennent du Nord de l'Amérique et ceux qui viennent du Sud, à la base, ils viennent les deux d'Afrique, comme tout le monde, quoi. Mais je veux dire, ils sont passés par l'Inde. Et à l'Inde, on sait qu'à un moment donné, ceux qui sont partis vers le sud, ils sont allés, ils ont conquis, enfin conquis, il y avait personne dessus, donc ils sont allés peupler l'Australie. Ils ont profité de la période glaciaire et ensuite ils sont allés vers l'Amérique du Sud. Donc ils ont peuplé l'Amérique du Sud. Alors que l'Amérique du Nord, ils sont partis vers l'Asie. Et c'est là où c'est très intéressant parce que tu retrouves même des points communs entre les natifs américains du Nord, les natifs du Japon, peuple Aïnou, Exact. et les Sibériens, et puis il y a des liens avec les Turcs aussi, du coup. Mais... Et eux, ils sont partis peupler le nord de l'Afrique. Et ce qui est marrant, c'est qu'après, les deux, bah, ils se rencontrent, quoi. En fait, Avec les... Voilà. en fait, pareil, ils reviennent quelque part à la terre-mère à chaque fois. Ils ont beau faire le planète, ils reviennent, ce qu'on prend nous pour des vagues migratoires, comme des retours au bercail. C'est ça. Mais du coup, la grande question, c'est est-ce qu'ils ont préservé certaines croyances qui dataient du temps bah, d'Homo sapiens en Afrique? Mais c'est là, est-ce que nous, déjà nous, si je prends juste notre génération, le fait d'avoir immigré ailleurs, nous-mêmes, on n'a pas gardé. Il y a beaucoup de choses qu'on a Ah perdues. oui. Donc, imaginons des siècles comme ça de voyage et d'immigration. Je pense que c'est normal
que ça soit, ça se ravive. Je pense vraiment que c'est cyclique. Ça part et ça revient. Enfin, c'est la mémoire humaine, finalement. Et j'ai une question, Sébastien. Alors ça, je sais que c'est un sujet un peu controverse, mais moi, c'est quelque chose, Ouais. j'y crois. Et je me pose cette question. Est-ce que tu penses, toi aussi, qu'il y a une possibilité qu'on soit des descendants d'Atlante, si l'Atlantide avait existé? Bah, si on en croit à la mythologie amazigh, oui. Non, parce que la mythologie amazigh part de l'Attala. Une fois à Et chaque. c'est, bah, en fait, l'Attala a donné son, si tu veux, l'Attala de base c'est un lieu. Merci. Et vu que ça situait sur le mont Atlas, parce que c'est ça en fait, hein, et ben Tac. ça a donné son nom également à une ancienne divinité amazigh. On peut dire c'est un peu l'incarnation du mont Atlas. Donc c'est Atlas, le porteur du monde, Tac. porte le monde sur ses épaules, et qui a du coup donné aussi son nom à l'océan Atlantique. Et je pense que Atlante, l'Atlantique, Atlas, Attala, et tout ça, ça vient en fait de l'Attala à la base. Après, l'Attala, c'est un peu spécial parce que qu'est-ce que c'est réellement, tu vois? Parce que est-ce que, on va dire d'un point de vue historique, c'était les gens qui étaient partis vivre sur la montagne parce qu'il y a eu la montée des eaux. C'est une Mais possibilité. après, si tu regardes bien l'Attala, il y a un côté animiste très fort parce que ça te parle quand même du monde des morts, quoi. Et tu le retrouves même en Sicile, ça. Le monde des morts, genre chez nous la déesse Kouri, que les Grecs ils ont appelée Perséphone, c'était la reine du monde des morts, mais en fait c'était la reine de l'Attala. Et tu le retrouves même chez les Égyptiens, ça, ce truc du monde des morts. Oui, oui. Euh, du coup, qu'est-ce que c'était réellement? Est-ce que les gens alors ils vivaient dans des grottes? Mais on sait très bien que l'être humain ne vivait pas dans des grottes. Si tu veux, partout tu trouves des dessins et tout, c'était les gens ils vivaient dehors, dans des cabanes, des tentes et tout, mais ils venaient dans la grotte pour peindre. Mais ils vivaient pas dans la grotte, quoi. Moi, je sais que par exemple en Tunisie et dans le nord-est algérien, parce que je parle toujours que de ce que je connais, c'était des lieux de stock où ils stockaient des choses dans les grottes. Donc, ils ne vivaient pas, mais ils stockaient en fait apparemment pas mal de choses dans les grottes. C'est vrai. On prenait aussi pour des extensions d'habitat. Mhm. Parfois, ils énuméraient le nombre du bétail et tout. C'est pour ça que tu as des dessins. Bah, ils comptaient en quelque sorte, quoi. Parce que comme on entend beaucoup de choses et c'est vrai que moi, par exemple, je me sens très gênée quand j'entends, oui, on descend des natifs américains. Moi, j'ai entendu dire, on descend des Sioux, on descend des Vikings. Voilà. Euh, pas Oui, vrai. non, là, tué. Ça c'était pour me mettre un poignard. Mais en fait, j'ai tout entendu. Mais finalement, je me dis, est-ce qu'on sort pas simplement tous du même trou? Pardon, en fait, c'est surtout ça. Mhm. Est-ce que tous ces peuples ancestraux, comme les natifs américains, comme nous, comme les Aztèques, voilà, toutes ces civilisations perdues, est-ce qu'on sortait pas finalement du même lieu? Et puis après, on s'est éparpillé sur le globe. Ce qui expliquerait peut-être tous ces liens qui nous unissent. Pourquoi pas? Est-ce que l'être humain. Mais déjà, on sait l'être humain il vient d'Afrique. On ne sait pas précisément d'où. Est-ce que c'est l'Afrique centrale? Est-ce que c'est. Mais déjà, tu vois, c'est un peu compliqué parce que. Comment dire? Il y a l'Attala, donc c'est au Maroc. Mais comment dire? On sait par exemple que les Imaziren, beaucoup qui sont partis vers les côtes méditerranéennes, c'était de base ceux qui vivaient dans le Sahara quand c'était des forêts. Mm. Que à la base, le Sahara, c'est une grande forêt luxuriante et tout, les gens ils vivaient là-dedans. Et dû à la période glaciaire, en fait, l'air s'est gelé, ou je sais plus exactement, l'humidité dans l'air, bref, les plantes pouvaient plus pousser, c'est devenu le désert qu'on connaît aujourd'hui. Et les gens, du coup, ils ont taillé vers le nord. D'ailleurs, c'est marrant parce que si tu prends une carte du monde, tu vois que c'est arrivé plus ou moins à la même zone partout, parce que c'est arrivé, tu vois une longue ligne, le Sahara, t'as en Arabie, t'as en Océanie, donc en Australie aussi, parce que l'Australie aussi, les gens qui vivaient là-bas, ils ont pas dit tiens cool, on va vivre dans le désert. Non. C'était pas un désert de base. C'est une question qui se pose parce qu'il y a même des liens. Moi, par exemple, j'avais remarqué des liens avec le Bénin. Mais là, je parle vraiment de ma tribu, les Chaouis et les Béninois.
On Mhm. partage énormément. Alors, quand je dis on partage beaucoup de choses, c'est forcément sur des sujets de guérison, d'animisme, d'énergie. N'allons pas loin, les symboles. Ce qu'on appelle, nous, les symboles berbères, les symboles émirs. Oui, beaucoup de points communs, hein. Mais évidemment, et on les retrouve surtout dans les pratiques de vaudou. Oui, 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 oui. Parce que vraiment, les très anciens symboles Emezir, parce qu'aujourd'hui, ça ressemble un peu à de l'alphabet et tout, mais les anciens vraiment symboles, genre la guêpe et tout, enfin, tu as des anciens symboles qui ressemblent beaucoup je crois que ça s'appelle des lois, ou je sais pas exactement, enfin bref, que tu retrouves dans la religion vaudou. C'est vraiment des dessins et tout. Bah, nous, c'est les symboles, bah, ils sont très peu, enfin très peu le savent, mais je vous le redis encore, même si j'avais fait des posts sur le sujet, mais à demi-mot, parce que ça reste, c'est des sujets quand même à controverse, c'est ce que nous on appelle le lycène. En fait, le lycène, c'est l'aïeul, voilà, le grand-père des symboles actuels. Et si tu entends le mot d'ailleurs lycène, c'est l'alphabet de Dieu, le Elsen en fait. Donner sa langue à Dieu. C'est tout Ok, ouais, 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 ouais. et même symboles comme ça, anciens, je parle bien des anciens, c'est quasi les mêmes, enfin on retrouve quasi les mêmes par exemple dans les pratiques vaudou et les symboles de loi, en effet. C'est vrai, ça m'a marqué aussi la première fois que je l'ai vu parce que j'avais d'abord étudié la religion vaudou avant vraiment de découvrir qu'il y avait des trucs similaires chez les Imaziren. Quand je m'étais intéressé en fait à Haïti, parce que tu sais là-bas bah, là-bas c'est pareil, hein, ils sont chrétiens, mais tu vois le christianisme il est un peu spécial parce que c'est une forme de syncrétisme avec le vaudou. Mais eux-mêmes ils se rendent même pas forcément compte de ce qui est chrétien ou pas. Mais alors que ça vient du coup du royaume du Dahomey, donc le sud du Bénin, qui avait sa religion, quoi, la religion vaudou comme on l'appelle. Exact. Exact. Non, franchement, c'est vraiment passionnant. C'est fou quand on se dit, en fait, il y a plein de choses qui nous lient les uns les autres. Puis, Ouais. surtout la Sicile en particulier, parce que tu vois, pour la petite histoire, quand j'étais au lycée à Marseille, il y a beaucoup de Siciliens à Marseille. J'ai habité à Marseille, c'est une ville algéro-sicilienne, en fait. C'est ce qu'on oublie de dire. Il y a beaucoup, beaucoup de Siciliens. Et pour moi, pardon, hein, si c'est pas irrespectueux, mais je leur disais, ma parole, vous êtes algériens. C'est pas possible. La seule chose qui différencie, c'est la religion. Je veux dire, pardon, mais tu vois, à moi, son père, il l'a fracassé comme mon père me fracassait. Quand elle faisait des bêtises, il l'envoyait en Sicile pour 3 mois. Ouais, c'est vrai. Pas de la maison. Et c'était tout un. On se disait, mais c'est fou. Sauf que grâce à toi, je viens de comprendre pourquoi on se ressemble autant. Même si je défendais le fait que les Émésirènes étaient un petit peu partout sur le bassin méditerranéen et la Corne d'Afrique, puis on voit que c'est un peu plus complexe que ça, tu es quand même là pour. Voilà, il y a une voix qui dit oui, et je peux en parler. Bah, au Et début, j'étais beaucoup dans le déni, hein, je te l'avoue. Parce que, comment dire, avant d'étudier l'histoire de la Sicile, quand je croyais que j'étais italien, du coup, parce que je savais pas quand on avait été colonisé et tout. Du coup, dans ma tête, c'était Sicile, Italie. Et quand je rencontrais, parce qu'il y a beaucoup de personnes originaires d'Algérie en Alsace, et du oui, coup, quand je discutais avec certains qui me disaient, ah oui, de toute façon, vous, vous êtes maghrébins, enfin, ils me disaient des trucs, tu vois, ils me disaient, mais de quoi ils parlent? Et le premier truc qui m'avait choqué à l'époque, c'était quand j'ai découvert l'émirat de Sicile. Déjà, je me suis dit, waouh, j'avais jamais entendu parler de ça. Et ensuite, quand j'ai commencé à étudier l'histoire de la Sicile, je voyais partout berbère, 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 et je comprenais pas ce que c'était. Et au début, je me disais, mais attends, tout n'est que mensonge, quoi. et, Et et, je ne savais pas du tout ce que c'était berbère. et justement, ça t'est venu. Tu as commencé tes recherches il y a combien de temps? J'ai 18 ans, donc c'était en 2015. Et tu as C'est des récent sans être récent, quoi. il y a des auteurs justement qui. Enfin, est-ce que tu peux nous présenter des auteurs justement qui mettent, qui parlent de ces liens-là? Ouais, mais on va dire, c'est chacun parle d'un truc bien particulier, quoi. Parce que le premier auteur que j'ai vraiment découvert, parce qu'au début, je faisais mes recherches sur Internet, et après, je me suis dit, il faut quand même lire un livre. Puis après deux, puis après trois, hein. Premier auteur que j'ai rencontré, c'était Jean-Yves Frétinier.
qui a écrit Histoire de la Sicile. Alors lui, c'est marrant parce que, on va dire, toute la partie préhistoire, il parle quasiment de rien. Mais il parle beaucoup de la partie tout ce qui est antiquité et Moyen-Âge. Là, il en parle beaucoup. C'est lui déjà qui m'a fait découvrir l'Émirat de Sicile, Roger II, la Sicile majoritairement Émésir, même au Moyen-Âge. Enfin, c'est waouh, qu'est-ce que c'est que ce délire? Puis après, petit reproche que je peux faire à cet auteur, c'est que quand on arrive aux Espagnols, quand on arrive aux environs du XIIIe, XIVe siècle, il commence à suivre plutôt une littérature plus colonialiste. Et là, du coup, ça va plus trop, quoi. Ne serait-ce que le grand nom du XXe siècle pour la Sicile, c'est Salvatore Giuliano. Si tu veux, c'est un peu comme chez vous, il y a Nunes Matoub, qui est vraiment le nom. Chez nous, c'est Salvatore Giuliano. Même si Salvatore Giuliano était moins sympathique, c'était un terroriste, quoi. Donc c'est pas le même délire. C'est pas un musicien, un chanteur, c'est voilà. On n'est plus avec le poète, quoi. Voilà. Après, les deux ont été assassinés. Grand point commun, quoi. Mais du coup, par exemple, là, il en avait parlé pendant 2 lignes. Voilà, directement, je me suis dit, non, tu peux pas. Mais du coup, un auteur à retenir, qui lui, je crois, il date du 19e siècle. Il faut savoir que c'est le premier auteur sicilien, même historien tout court, qui a parlé de la période arabo-berbère musulmane de la Sicile. Parce que les auteurs, à partir du 14e siècle, les colons, ils ont fait en sorte que tout le monde oublie tout ça. Ceux qui posaient problème, c'était les Juifs. Du coup, en 1492, ils ont été foutus dehors. Parce qu'ils posaient. En fait, si tu veux, eux, ils continuent à parler d'Erija et tout. Du coup, les Espagnols les ont présentés comme nuisants à l'unité nationale. En fait, ils nuisaient à la colonisation. Du coup, ils les ont foutus dehors. Et après, pendant des siècles, plus personne n'a parlé de ça. Puis au 19e apparaît Henri Bresque, qui lui va commencer à parler des Juifs berbères. T'as Michele Amari qui va parler de l'émirat de Sicile. Et je crois il appelle même son livre L'histoire des musulmans de Sicile. Et à l'époque, ça avait beaucoup choqué. Il a été critiqué, les gens disaient il invente et tout, alors que non, il avait des preuves et tout, il te montrait. Mais vu que c'était le premier à en parler, les gens, ils y croyaient pas. Et il faut comprendre qu'il sort ce livre quand la Sicile vient d'être colonisée par l'Italie. Et les Italiens, ils ont fait beaucoup de réécriture et tout pour essayer de nous créer des points communs avec les Italiens et tout. Et voilà. Donc c'est une période un peu de trouble. Un autre auteur, du cas, celle que j'ai dit avant, Lucia Chiavol, très intéressante parce qu'elle c'est de notre époque là maintenant. Elle du coup c'est une immigrée sicilienne aux États-Unis qui se revendique féministe. C'est marrant parce que comment dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de la période émésire de la Sicile pour 2 raisons. La première, c'est que si tu parles de la Sicile émésire, tu dois parler du matriarcat. Or, les évolutionnistes disent que le matriarcat n'a jamais existé parce que l'homme, soi-disant par nature, est il doit dominer, alors que la femme n'est pas apte à diriger, nanana, alors que pas du tout. Totalement bullshit. Voilà. Et du coup, heureusement, il y a les féministes qui en parlent. Et le deuxième truc, c'est que qui dit Amazir dit Afrique du Nord, donc Afrique. Et pareil, tu regardes tout ce qui est évolutionniste et tout, ils te font croire que l'Afrique n'a pas d'histoire. Oui, non. Donc, c'est 2 raisons qui fait qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont en parler. Parce que aussi parler de l'Afrique, ça pousse à remettre en question toute notre vision de l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, on sait que quand on parlait d'une vision rectiligne avec l'évolution de l'homme, qui doit passer par certaines étapes et tout, 2 secondes. Je t'en prie. On disait qu'il y avait soi-disant des peuples dits primitifs. Aujourd'hui, on sait que c'est totalement bullshit. Pardon, je suis vite fait. Il y a des peuples soi-disant primitifs. Et ça, on sait aujourd'hui que c'est totalement faux. Tout ce qui est sauvagerie, barbarie et tout. Ah oui. Le truc, c'est qu'on dit aujourd'hui que c'est faux. Chaque peuple a suivi sa propre évolution. Mais on n'a pas remis en question, du coup, tout ce qu'on disait par rapport à l'histoire de l'humanité. Exact. Voilà. En fait, il va falloir démarrer de là, finalement. Ouais. C'est ça, là. Déjà, si tu regardes l'Afrique, ne serait-ce, par exemple, avant, j'ai dit l'histoire de la Sicile, c'est quoi? C'est 32 000 ans. Si tu regardes les peuples africains,
À chaque fois qu'on saura à partir de quand Homo sapiens, ah là là, et mes allergies. À partir de quand t'as Homo sapiens qui apparaît en Afrique, eh bien débute du coup l'histoire des peuples d'Afrique. Si on dit Homo sapiens c'est 300 000 ans, l'histoire des peuples africains c'est 300 000 ans. Si on dit 700 000 ans, 700 000 ans, ben voilà, du coup, c'est comme ça pour les peuples africains. Et bien évidemment que les peuples africains, ils n'ont pas été identiques du début à la fin. Il y a une Ça, évolution. c'est ce que j'avais essayé de faire comprendre une fois à quelqu'un qui m'a demandé ah, comment ça se fait qu'en Afrique, ils n'ont pas d'histoire ou je sais pas quoi. J'ai dit, mais c'est totalement faux. Bah Et oui. j'aurais dit, même si tu rencontres un peuple qui vit à Walp dans la forêt, si ça se trouve, ses ancêtres, ils avaient déjà une civilisation développée, avec, enfin développée, tu vois, même le mot, il est pas bon. Enfin, Non, une civilisation similaire à la nôtre, c'est avec l'écriture, sédentarisation et tout. Et peut-être qu'au fil du temps, ben, tu sais, c'est cyclique. exact. Bah, c'est ce qu'on Il dit qu'en France, les gens, ils vont pas redevenir nomades, ou tu sais pas. c'est ouais. C'est ce que je dis, l'humanité a la mémoire très courte. Totalement. C'est En ça. plus, on peut rien savoir de ces peuples, hein, parce que si ça, c'est un fait scientifique. Si là, toutes nos civilisations du jour au lendemain, elles disparaissaient, mais qu'on laisse derrière nous tous nos objets et tout, à ton avis, qu'est-ce qui va perdurer? Qu'est-ce qui sera encore là dans 2000 ans? Regarde autour de toi, dis-toi, qu'est-ce qui restera là? Ah, franchement, après, je suis une blagueuse, mais à part les mégots, je vois pas. Réellement. C'est vrai qu'il y a du pétrole dedans, donc. Mais tout ce qui est pierre et plastique. Donc plastique, ça c'est moderne. Mais du coup, si tu regardes autour de toi, tu recherches tout ce qui est de pierre et de plastique, tu sais ce qui va perdurer dans le temps. Pas grand-chose. Toutes nos structures en métal, en béton, elles disparaissent. Tous nos grands monuments, Internet, dans 2000 ans, les gens ne savent pas qu'on avait Internet. Non. Tous nos papiers, nos livres, tout ce qu'on numérise, etc., ça n'existe pas. Petite anecdote, pour les Sicanes, on sait qu'ils avaient construit des temples. On ne sait pas à quoi ils ressemblaient, parce que c'était du bois. Alors que les Sicules, ils ont fait un peu comme les Grecs, avec des colonnes et tout, c'est en pierre. Ça, on sait à quoi ça ressemblait. Mais Et du coup, premier truc, c'est ça, c'est qu'on va faire, on préserve uniquement ce qui est en pierre et en plastique. Plastique, comme je l'ai dit, ça c'est parce qu'on l'a inventé, genre ça là. Et, et du coup, à partir du plastique, déjà, imaginons, tu as une petite figurine, je sais pas moi, de Batman. Bah, si ça se trouve, dans 2000 ans, ils vont pas savoir ce que c'est. C'était peut-être une divinité ou ça. voilà, ils vont pas du tout En- comprendre ce que c'était. ouais, c'est ça, on essaye de faire parler les traces qui viennent à nous maintenant, mais réellement, on ne sait pas Mais oui, enfin, l'origine de ce qu'on est en train de retrouver. totalement. Et justement, Sébastien, j'ai encore une question. Ah, tu sais, Pause, pause. en Afrique du Nord, on a qui sont nos lieux de culte actuels. On s'est rendu compte qu'ils ont été construits, bah, comme à Paris d'ailleurs, quand on reprend, on sait très bien que les églises, elles ont été reconstruites sur les temples de Isis. Bah, chez nous, c'est à peu près pareil. Vous reprenez, là je parle à ceux à qui ça parle, en général, non pas les mosquées, mais les mausolées de saints. On les retrouve dans des lieux à énergie très très forte. Et en général, on se rend compte que c'est des anciens lieux de culte amazigh, enfin berbère, et en général toujours relié à la déesse mère parce que bah, c'est la base. Et du coup, je me demande si chez vous aussi c'est la même chose ou est-ce que ça a complètement disparu par contre. C'est totalement la même chose. Et la plupart des temples, du coup, disons que tout ce qui était colonne, machin et tout, beaucoup a été détruit. Pas forcément, hein, parce que des fois, ils ont reconstruit par-dessus, mais la plupart du temps, ils ont gardé la base et par-dessus, ils ont construit. C'est Après, ça. ce qui est très intéressant, c'est justement le fait de dire que c'est des lieux énergétiques. Parce que il y a aussi ce qu'on appelle tout ce qui est mégalithe, antédiluvien et tout, où le plus surprenant, par exemple, ça reste, si tu vas en Bretagne, tout ce qui est Karnak, machin et tout, les menhirs et tout, tu vois que c'est des gens qui connaissaient déjà Pythagore, enfin ils connaissaient déjà plein de théorèmes et tout, ils avaient des données astronomiques, tout ça, alors que l'être humain, normalement, quand il arrive là-bas, il vient d'apprendre le feu, tu vois. Tu dis, what? Exactement. Et on pense qu'il y avait déjà des gens. Et d'ailleurs, par contre, ça reste théorique.
antédiluvien, en gros, c'est que… attends, je tousse juste un petit coup. Voilà. En gros, tout ce qui est divinité antique, potentiellement, c'était des vrais humains, mais qui ont été divinisés parce qu'ils avaient un savoir tellement grand que du coup, ils ont été considérés comme des dieux. Moi, j'aurais dit que c'est plus des archétypes énergétiques. Je ne sais pas si c'était vraiment des humains. Tu vois, comme là, tout à l'heure, tu parlais de Atlas qui porte le monde sur son dos. Ouais. Et quand on voit, en fait, la montagne en elle-même, tu vois, je me demande si c'est pas une personnalisation, je vais essayer de parler français, donc d'un archétype. Ça dépend. Parce qu'il y en a, et le plus flagrant, c'est chez les Grecs, c'est qu'on connaît carrément leur biographie, tu vois. Oui, bon. C'est-à-dire, tu connais toute leur vie, quoi. Tu sais tout ce qu'ils ont fait, avec qui ils ont couché, tu connais. C'était des stars, en fait. Tu sais, t'as l'impression que c'est des stars de télé-réalité tout le temps filmées, où tu sais tout, les tromperies, les machins et tout. Et c'est des dieux où tu sais tout. Dans les premiers qui vont dire que c'était des êtres humains, c'était des philosophes grecs qui étaient déistes et qui du coup vont venir avec l'idée selon laquelle il y a un seul dieu, parce que genre Socrate, Platon, tout ça, qui du coup vont être totalement détestés, parce que eux ils vont avoir deux logiques. La première c'est de dire que les dieux, bizarrement, ils sont beaucoup trop proches de nous, ils sont beaucoup trop anthropomorphiques et ils agissent vraiment comme des humains. Et ils disent il y a un gros problème. Et le deuxième truc, ils vont se rendre compte que tous les dieux étaient soumis au destin. Chez les Grecs, tu vois, tous les dieux sont soumis au destin, comme les êtres humains. Du coup, les dieux et les êtres humains sont au même niveau, soumis à quelque chose d'unique. Et c'est comme ça que les Grecs vont dire, bah, en fait, il y a un dieu unique. Après, c'était une petite communauté, c'était les déistes, hein, ceux qui croyaient en un dieu unique, mais c'était des philosophes. Bah, après ça, c'est aussi que, alors je sais, très peu le savent parce qu'on parle beaucoup du Panthéon et Mésir et des dieux et des déesses dans nos croyances. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que les Imésirènes eux-mêmes croyaient en une source unique. Ouais, C'est ouais. un point qui a explosé et qui a donné naissance à plusieurs petits dieux et déesses. Mais finalement, quand tu réfléchis, le monothéisme, tu sais, ce fameux point du Big Bang a toujours existé. C'est vrai. Parce que c'est vrai Vous qu'on voyez, dire par exemple que les berbères sont polythéistes. Non, c'est faux. Le berbère est monothéiste avec une pensée polythéiste. Ça veut dire, je ne sais pas si on peut, si, je veux me permettre de le dire, Dieu prend plusieurs formes selon le message ou l'enseignement qu'il a à faire. Voilà, c'est à peu près ça. ceux qui l'assument totalement, c'est dans la religion hindoue. Parce que la religion hindoue, on la qualifie faussement de polythéiste, alors que quand j'étais en études interreligieuses, on l'avait bien expliqué ça, c'est qu'il y a un Dieu unique. Et les hindous, en fait, ils croient qu'à un moment donné, le monde, il est détruit et reconstruit, et que toutes les divinités actuelles sont détruites et remplacées par de nouvelles divinités. Et du coup, j'avais demandé, mais j'ai dit, mais qui fait ça? Et je crois que ça s'appelle le Brahman ou un truc comme ça. Et on m'a expliqué qu'en fait, c'est le Dieu unique pour tout ce qui est religion hindoue. Tu vois, c'est que finalement, en fait, quand on reprend tout le monde, enfin, parce que chez les natifs américains, si je dis pas de bêtises, selon les tribus, je sais que la pensée est la même. Mais bon, comme on a dit, vu les liens qu'on a, moi, je ne trouve pas ça surprenant. Mais en effet, on a tendance à dire faussement qu'on est polythéiste. Or, non, pas du tout. On est monothéiste avec une pensée fractale. Voilà, c'est le point sort de lui-même pour donner naissance comme ça, bah, comme je te disais, à plusieurs archétypes énergétiques qu'on considère nous actuels. Comme le féminin sacré, quand on parle de la mère ou la terra madra, bah, en fait c'est exact, c'est la terre-mère. Ouais, mais ouais, totalement. Ben, si tu veux, moi, j'ai bien suivi l'évolution de la croyance en Sicile avec les Sicanes. Au début, il y a un Dieu unique qui est omniscient, omniprésent, omnipotent, qui a tout construit et tout. Et vu que la vie vient de Dieu, pourquoi les Sicanes, ils étaient matriarcaux? Tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte que la vie venait de la femme, puisque la vie vient de Dieu, la vie vient de la femme. Tout simplement, ils ont considéré que le divin était féminin. En fait, ils ont féminisé Dieu, si tu veux. C'est pour ça qu'il y avait la culture matriarcale. Alors que les peuples patriarcaux, c'est encore différent, c'est pour des raisons
lorsqu'il y a eu la sédentarisation. Enfin bref, c'est avec l'élevage et tout. Voilà. D'accord. Eux, c'est un peu bizarre. Eux, c'est avec le Père Céleste, machin et tout. Mais bref, chez nous, du coup, tu avais le Dieu unique. Et après vient, commence à avoir la croyance de la terre-mère. Parce qu'ils se rendent compte, en commençant à faire de l'agriculture, que la vie vient de la terre. Et ils commencent à parler de terre-mère. Du coup, la vie vient de la femme, la vie vient de Dieu, la vie vient de la terre-mère. Mais puisque les Sicanes, ils étaient du coup croyants en un Dieu unique. Après, je sais pas si on peut dire le mot monothéisme, parce que faut oublier que le monothéisme, c'est croire en un Dieu révélé. C'est ça. Après, est-ce qu'ils croient en un Dieu révélé? Compliqué. Parce Bah, que non, Dieu s'était révélé à eux, tu vois. un dieu Mais du coup, ils étaient également animistes. Ils croyaient à la vie après la mort, aux esprits. Et puisque les Sicanes étaient animistes, après, quand je dis les Sicanes, c'est valable aussi pour les Maziren, hein. Ah oui, oui, oui. Et du coup, il y avait le culte des ancêtres. C'est-à-dire qu'il y avait communiquer avec les ancêtres. On en avait parlé ensemble, se coucher dans la tombe. Comme ça, l'ancêtre, il vient te visiter dans ton songe, dans tes rêves. Bah, ça, Mais je pense que ce qu'on appelle le polythéisme, c'est tout simplement nos ancêtres qui étaient animistes et qui, à un moment donné, peut-être, c'était une forme d'animisme égaré. C'est-à-dire que il y a un peu d'orgueil là-dedans. Je vais expliquer ma pensée. C'est-à-dire que généralement, lorsqu'un être humain il faisait quelque chose où les gens se disaient c'est pas possible qu'un être humain soit capable de faire ça, tout simplement il se disait si moi je suis pas capable de le faire, lui il peut pas. Et puisque moi je suis un être humain, lui c'est un être humain, alors c'est pas un être humain. Et du coup ils ont commencé à diviniser certains ancêtres qui eux-mêmes n'avaient pas forcément demandé grand-chose. On le voit en Sicile avec Empédocle, ce qui est marrant en plus parce qu'Empédocle il était déiste, il croyait en un dieu unique, mais les gens ils voyaient qu'il avait des connaissances scientifiques de dingue, c'est un grand médecin. Il y en a même qui commencent à dire qu'il ressuscitait les morts et tout. Bon, après, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui voilà. Comment faut le comprendre, on ne sait pas. En tout cas, il guérissait des gens, c'était un médecin, peut-être même un guérisseur hein, finalement. Mais du coup, les gens, ils l'ont considéré comme un dieu, même déjà de son vivant. ah oui. Nous, c'est vrai que moins de ça, mais par contre, on met beaucoup sur un piédestal ce qu'on appelle les saints et les saintes. Mais justement, comme tu viens de. Et ils ont des mausolées, c'est ce que je te disais, qui ont été reconstruits sur ce qu'on on sait, nous, que ce sont des lieux de culte à l'époque. Et justement, ces saints et ces saintes sont considérés comme tels parce qu'ils étaient anciennement guérisseuses, guérisseurs, penseurs, philosophes. Enfin, ils avaient tout comme ça, tout un bagage intellectuel et une spiritualité surtout très très forte. Et en effet, on leur attribuait des miracles. Ouais. Donc, on continue, enfin, on continue jusqu'à. Je sais que maintenant, c'est vraiment là, surtout ces 15 dernières années, ça a été. C'est de plus en plus mal vu d'aller les visiter ou de faire des prières dans des mausolées, etc. Mais normalement, moi, à mon époque, ça se faisait quasi toutes les semaines. Enfin, tu avais un problème avant d'aller voir le médecin, c'est vrai, avant d'aller voir le médecin, tu allais voir le saint. C'est marrant d'appeler ça les saints. Juste pour dire à, comment elle s'appelle, attends, je vérifie le nom. Bidezza siciliane. Effectivement, le manisme, c'est le vrai nom pour le culte des ancêtres. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas regardé, je suis désolée, on était tellement dans la discussion, j'ai pas vu s'il y avait des questions. Non, en Mais islam. surtout que ça l'affiche pas bien, hein. Ça te met un message. Moi, je crois, Ayoub, je t'avais déjà répondu et je t'ai dit, malheureusement, l'islam, non, mais les musulmans le traduisent autrement. Ça, c'est un autre sujet. C'est intéressant, merci beaucoup. Est-ce que vous avez l'assiette de l'huile? Oui. Et Oui, ouais, bien vu. On retrouve beaucoup de l'animisme MSIR dans nos fêtes chrétiennes. Effectivement. Tu vois que tout ce qui est culte saint, ouais. ouais, effectivement, mais ça participe au culte des ancêtres. Ne serait-ce que Bah, Sainte Agathe, à la base, c'était Isis. et pour nous, par exemple, le saint que tu vas visiter, en général, c'est le saint de la région ou de la famille. Donc, sur ça, vraiment plusieurs tombeaux, plusieurs mausolées, plusieurs saints selon la demande, des saintes aussi. En a, mais ça se perd de, de plus en plus.
On est vraiment de moins en moins à y aller. On continue, mais on est quand même de moins en moins à y aller. Le fait de parler de saint, de sainte, est-ce qu'il y en a qui confondent parfois, enfin, j'ai bien compris que c'est Amazir, mais je veux dire, est-ce qu'il y en a qui confondent avec le chiisme? Non, pas le chiisme, attends, le soufisme. Parce que je sais que chez les soufis, tu as aussi des saintes et des saints. Alors, aussi, et tu sais très bien que le soufisme, c'est un courant avec deux poids, deux mesures, Ouais. auquel moi je suis totalement adhérente, hein, je ne m'en cache pas. Parce que justement, c'est un courant qui me donne la possibilité de penser. Voilà, mais effectivement, il y a des gens aussi qui confondent avec ça. Alors, là, moi, j'ai parlé de mausolée. Et c'est pas pareil. Les soufis, c'est des confréries. Mmh. Tu sais, avec des lieux dans lesquels on se retrouve, on prie, on guérit, etc. Maintenant, vraiment, les saints, ils peuvent être soufis, d'ailleurs, beaucoup sont confréries. Faut comprendre, si je peux rebondir sur le soufisme, le soufisme en Afrique du Nord, il est très particulier dans le sens où il nous permet à la fois de vivre notre foi musulmane tout en l'enrichissant avec des pratiques animistes. Donc c'est du syncrétisme quand on recherche un petit Mmh. Ouais. peu. C'est pour ça. Non, parce que les soufis, en fait, moi, je les avais rencontrés. Je les ai découverts quand j'ai étudié le peuple ouïghour. Parce qu'en fait, si tu vas, comment ça s'appelle déjà la province du Xinjiang, normalement, c'est le Turkestan, hein, mais bon. Donc, chez les Ouïghours, ils sont soufis majoritairement, et il y a des mausolées pour des saints. Il y a de ça. Tu vois, là, il y a quelqu'un qui me dit, tu parles des Sidi. Oui, c'est ça. Mmh. Je parle de Sidi Yassine, je parle de Sidi Houari, de Sidi Abdelrahman chez nous. Enfin, on a pas mal de Sidi. Mais après, effectivement, certains sont considérés comme aussi soufis. Maintenant, il faut aussi comprendre que ce que peut être le soufisme en Afrique du Nord. C'est des choses à la fois différentes et qui se rejoignent. Parce que j'explique en général, bah, comme je te disais, les soufis chez nous, c'est des gens, ils font dans le syncrétisme. Et le soufisme nous permet, bah, comme je dis à chaque fois, de vivre notre foi musulmane Mmh. et à côté, pouvoir utiliser ou continuer des rituels antérieurs à la religion musulmane, mais qu'on essaye d'adapter pour ne pas sortir de notre foi. Nous, c'est pareil, les fêtes siciliennes, c'est un mélange chrétien, islam, animiste. Ouais, voilà, mais c'est pareil chez nous C'est aussi, vrai. sans réfléchir. Mmh. Ça. Mais il y a un soufisme très, très particulier en Afrique du Nord. Mmh. C'est peut-être moi, je pense sincèrement que c'est le soufisme qui nous a permis de ne pas perdre tout notre héritage ancestral. Ah ouais. Réellement. Je pense que c'est grâce aux soufis. Aux soufis. Et si vous remarquez bien, là, j'invite les Nord-Africains à se renseigner un petit peu. Remarquez bien que les plus grands soufis, par exemple, et là, je parle que de l'Algérie, quasi les plus grands soufis sont berbères. Et rien que ça donne le ton. Après, c'est à vous de creuser le sujet. Je pense qu'on n'ira pas plus loin, parce qu'après, je risque de me noyer. Mais en somme, moi, je ne sais pas si vous, pareil, il y a un courant spirituel en Sicile qui permet de garder les deux ou non. Compliqué. Mmh. Parce que par exemple, pour les catholiques, je suis d'accord avec toi, Lina, merci. Non, Bah, le catholicisme en Sicile, il est assez spécial, quoi. par exemple, Et- il y a les Esséniens qu'on peut comparer un petit peu aux soufis ou aux kabbalistes. Et je me demande si c'est quelque chose qu'on retrouve aussi en... Plus les gnostiques, je dirais. Sidi alors. Ah, Sidi El Hawari, bah c'est le Sidi d'Oran, c'est le saint patron d'Oran. C'est ça, c'est des saints patrons. Tu vois, c'est des choses aussi qu'on retrouve ici en France, les saints patrons. Les saints patrons, bah, c'est un peu pareil. C'est des C'est saints vrai. des régions, des familles, enfin. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Ouais, n'hésitez pas à poser des questions, hein. N'hésitez pas.
Vous avez vu le reportage des jardins sur le soufisme afghan dans les années 70? Non, je t'avouerai, j'ai pas regardé. Oui. Ça doit être intéressant. Sidi Mramar chez moi côté paternel et Sidi Ali côté maternel. C'est ça, on en a tous. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Nos fêtes sont très spectaculaires. Nous avons des milliers de saints et de saintes. Nous, on s'y les anges, les archanges, les madonas. D'ailleurs, c'est tout ce que j'aime chez vous, j'avoue. Bah, y a pas de questions. Il y a que des gens contents. Ça fait plaisir. Merci à vous deux. J'avoue que déjà, tu m'en as appris énormément. Et sincèrement, pour tous ceux qui jettent un coup d'œil sur TikTok, allez voir le compte de Sébastien. D'ailleurs, Sébastien, moi, je suis assez curieuse et je voulais savoir ce que ça voulait dire Yano Pipo. Ah, c'est des diminutifs. Tu t'appelais Yann au départ? Il y en a beaucoup avec moi. Hamara, je me suis dit, Ouais, non, quand même. on dit Yano et peut-être Pipo parce qu'il parle, tu vois. C'est une vraie question. Bah, du coup, Yano, en fait, c'est le diminutif de Sebastiano. Et Pippo, c'est le diminutif. Bon, il y a aussi Peppino, Peppe, enfin, il y en a d'autres, mais Pippo, c'est le diminutif de Giuseppe. D'accord. Parce que du coup, En tu t'appelles français, Sébastien, Joseph, c'est mes deux prénoms, en fait. Joseph, Sébastien Joseph. Ouais. Parce que Il y aurait aussi, je pourrais mettre Lucien en troisième. Après, ça ferait un peu long, quoi, comme pseudo. c'est mignon. Bon, en tous les cas, ça passe bien. Moi, Yannou Pipo, j'adore. Et ce que j'avais pas précisé au début, c'est que oui, pour ceux qui ne le savent pas, donc du coup, c'est la maman qui a. T'es d'origine sicilienne et tu m'avais Alsacien. dit, aide-moi, Alsacien. Alsacien. Voilà, le papa qui est alsacien. Parce que pour ceux qui ne savent pas, vous savez que l'immigration pied noir qu'on a eue, alors là, pareil, je parle que de l'Algérie, je ne sais pas pour le Maroc et la Tunisie, mais je sais qu'il y avait une forte population sicilienne et alsacienne. Tout à l'heure, tu t'as tilté quand toi, tu as dit, ben, il y a beaucoup d'Algériens en Alsace qui te disaient, ben, inversement, il y a eu beaucoup d'Alsaciens qui ont immigré à la période, la période de l'Algérie française. Et du coup, je me demande pareil si c'est pas un retour au bercail, enfin directement, s'il n'y a pas. Parce que moi, je croyais que notre ressemblance venait de là. Alors que c'est beaucoup plus ancien. Alors, oui, bêtement, alors que c'est ancestral. C'est beaucoup plus. Vraiment, moi, dans ma tête, c'était oui, parce que c'est originaire du bassin méditerranéen et qu'il y a eu des vagues migratoires. Par exemple, moi, dans ma région, les gens vont en Sicile. Enfin, je vais te choquer, Sébastien, et tu as le droit d'être fâché, mais on fait des meilleures pizzas que vous. Ça veut dire Je demande à goûter alors. faut aller en Algérie, à Marseille pour manger les pizzas. En général, l'immigration, à l'époque, à ma période, on a la génération des années 70-80, ils venaient plus en France, ils allaient directement en Italie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que les Tunisiens sont des Italiens, mais surtout on le dit, c'est des Siciliens. C'est vrai. Ben, ils décrochent le téléphone en disant pronto, ça veut tout dire. Il y a eu beaucoup d'allers-retours, hein, Sicile, Tunisie. En fait, dès qu'il y a eu un problème en Afrique du Nord, ils venaient chez nous. Dès qu'il y a eu un problème chez nous, on allait chez eux. Donc, il y a eu un aller-retour. Bon, les Siciliens, parfois, ils sont allés très loin. Je sais qu'il y a beaucoup de Siciliens qui sont allés jusqu'au Maroc chez les Chlahi. Déjà, c'est très révélateur, c'est que les Siciliens, généralement, qui sont partis 19e siècle, début 20e siècle, on pourrait dire, bah, ils savaient pas qu'ils avaient des origines amazighes, et pourtant, ils sont partis à chaque fois dans des tribus, enfin des, comment dire, ça se dit plus aujourd'hui tribus, mais ils sont partis chez les Kabyles, ils sont partis chez les Shlahi, ils sont partis chez les Chaouis, enfin, tu dis, mais c'est bizarre la coïncidence, quoi. Oui, non, mais c'est bah, mon nom. Tu sais, moi, il y a plusieurs. Moi, je m'appelle Louchi. Louchi. Mmh. C'est pas compliqué. Tout le monde le prononce Lucci. Alors, bon, bien sûr, je me tue à leur dire que si c'était Lucci, ça serait 2 CC, donc c'est dit, pas CH. Mais n'empêche, il y a ce truc de se dire, mais à un moment donné, tu vois, moi, je me suis posé la question,
Je m'étais dit, est-ce que c'est Luchi parce qu'on a peut-être des origines italiennes ou est-ce que c'est Luchi parce que ma tribu, c'est les Chaouches? Hmm. Il y a tout un... Et c'est vrai que beaucoup disent en général, quand ils entendent, ils disent, ah mais toi, t'es italienne. Non, je suis algérienne et je m'appelle Luchi. C'est vous qui dites Luchi. Mais Mais c'est marrant parce que autant en italien ça serait Lucci, en sicilien c'est Luci. tu vois, je m'appelle Luchi et comme je t'ai dit, moi, quand tu regardes, parce que même chose, on en parlait avec une amie et sa maman est une pure sicilienne. Pure. Et elle lui a dit, c'est marrant, j'ai des voisins qui s'appellent comme ça. Et bah, c'est possible, parce que du coup, je lui ai montré ma ville, et c'est vraiment, on est limite face à face. On se fait Ouais. au point où on peut se dire, enfin, bah, j'extrapole, mais enfin, on se dit, mais à la nage, c'est faisable, quoi, avec un peu de courage. Tellement la ligne, elle est directe. Et c'est valable pour toutes les îles italiennes, comme ça, là, qui sont au centre du bassin méditerranéen. Ouais. Donc oui, il y a des liens assez forts et je te remercie surtout de nous avoir fait prendre conscience que ça date pas de 20 ou de 30 ans, mais c'est des millénaires et des millénaires Ouais. qui nous lient. Par contre, pour les Alsaciens, bon là du coup, c'était pas un retour au bercail. En fait, si tu veux, les Alsaciens qui sont partis en Algérie, ils sont venus se réfugier. Parce que, en fait, l'Alsace, si tu veux, début du XXe siècle, enfin fin 19e, début 20e, il a commencé à y avoir une politique anti-germanique. En gros, ça veut dire que du moment que tu parlais pas assez bien français, tu étais mis dehors. En fait, on te chassait, tu étais obligé d'aller vivre en Allemagne. Donc les Français, ils ont expulsé tous les Alsaciens qui parlaient pas assez bien français. Mais il y en a du coup qui sont partis se réfugier en Algérie. D'accord. C'est ce qui explique aussi pourquoi il y a eu beaucoup d'Alsaciens en Algérie. Je regarde s'il y a d'autres questions. Ouais, c'est vrai que ça va, pas beaucoup de questions. Je trouve que Je mélange déjà les deux. Bah, peut-être parce que bah, on y répond indirectement, je sais pas. En tous les cas, moi, pour ma part, ça a été un plaisir. Je pense à avoir partager. les questions que je voulais et je te remercie beaucoup pour ton écoute, les explications que tu nous as données. Et je continuerai à te suivre et à partager. Mais si tu peux être un peu plus présent sur Instagram aussi, ça Oui, peut promis. être on serait content. Parce que tout le monde n'a pas ce truc d'aller encore sur TikTok. Nous, on est encore les anciens qui sont sur Instagram. Mais si de temps en temps, tu peux nous partager aussi quelques infos, Ouais, ça serait parfait. avec plaisir. Sébastien, merci beaucoup. Je te souhaite une très belle soirée. Et À toi aussi, hein. je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vous souhaite aussi une belle soirée à bah, tous. Et bah, tu as été mon premier live. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Avec plaisir, ouais, quand tu veux. Ah bah super. Sébastien, merci beaucoup. Très belle soirée et je vous fais de gros bisous. Ezoul. À tous, salut. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis à activer la petite cloche pour avoir les notifications. Comme ça, vous serez prévenu quand je sors une vidéo.